Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Acacia Bandoubola, et je ne serai pas seul. Je serai avec Thierry Kambundi de Top Congo, la célébrité du moment, l'une des célébrités du moment, pour ne pas faire des jaloux, Guy Matondou de la RTNC, avec lequel j'ai eu le plaisir quand même, n'est-ce pas, d'évoluer. Je crois qu'avant toute chose, vous avez besoin de connaître la dame que nous allons recevoir aujourd'hui. Parce que nous la connaissons et certains, peut-être, auraient voulu la connaître encore mieux. Elle est ministre honoraire de l'économie. Elle fut coordinatrice de la campagne électorale du président de la République. Députée élue de la circonscription de la Lukunga, certains sauront pourquoi je souris. Elle est présidente de la fondation qui porte son nom au cadre de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Madame Acacia est également doctorante à l'UPC. Maintenant, elle est ministre d'État, ministre des Affaires foncières, et c'est à ce titre que nous sommes venus lui poser des questions, puisque cette interview se déroule dans ses bureaux. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonjour. Bonjour. Madame, si nous sommes venus chez vous, c'est parce que c'est arrêté. Je continue à faire un peu de bruit. Je dis un peu, peut-être c'est même beaucoup de bruit. Le fait que ça fasse beaucoup de bruit, n'est-ce pas un manque de communication de votre part? Parce que on remarque que les premiers qui sont montés au créneau sont vos proches collaborateurs. Écoutez, avant toute chose, je voudrais déjà commencer par remercier le bon Dieu qui nous a donné cette opportunité de nous présenter devant vous en ces lieux. Et deuxième chose, je voudrais profiter également pour dire merci au chef de l'État. Vous avez essayé de faire un briefing de notre parcours. Nous avons eu le privilège, ou nous avons le privilège de travailler avec un leader qui a cru en la femme, mais aussi à la jeunesse. Nous voudrons lui rendre ces vibrants hommages, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est connu de tous qu'il est le champion de la masculinité positive. Et à la tête de notre gouvernement aujourd'hui, nous avons une femme, Madame Judith Souminois, qui gère de main de maître les actions du gouvernement. Et je me permettrai, je ne suis pas mandatée au nom de toutes les femmes, puisque c'est le mois de la femme aussi, de pouvoir dire merci au chef de l'État et que nous sommes derrière lui, nous soutenons ses actions. Nous sommes derrière sa vision qui est celle de garantir l'intégrité de notre pays, mais aussi de garant du bon fonctionnement des institutions. Les mamans congolaises dont je suis l'une parmi tant d'autres, les femmes congolaises sont debout, résilientes et soutiennent en tout cas les actions du chef de l'État, mais aussi face à cette adversité que faisons face dans notre pays, cette agression injuste de la part de nos voisins belliqueux, entre autres le Rwanda avec tout le supplétif et aussi le M23 ainsi que tout ce nom que vous connaissez. Nous sommes derrière le chef de l'État pour bouter dehors les ennemis de la République et nous disons que nous sommes un peuple résilient. Ça fait 30 ans que nous sommes des combattants, nous sommes debout face à cette agression. Nous disons au chef de l'État que nous sommes un peuple debout derrière lui et d'une manière ou d'une autre, nous allons bouter dehors les ennemis de ces pays. Donc, je voulais profiter d'entrée de jeu de lancer ce message fort par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre pays et nous croyons fermement que l'avenir de ces pays est meilleur. Alors, pour rebondir à la question posée, évidemment, un ministre agit par arrêté, puisque la Constitution nous l'autorise. Je crois bien que c'est l'article 93 de la Constitution qui stipule que
Le ministre est responsable de son département. Il applique la politique du gouvernement dans son secteur, sous la houlette évidemment du Premier ministre, chef du gouvernement. Il statue par voie d'arrêté. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons statué par voie d'arrêté, mais aussi dans nos prérogatives nous dévolues par la loi. J'aimerais bien, en fait, entre parenthèses, je vais sortir très rapidement, je voudrais que cette émission soit plutôt pédagogique pour permettre aux uns aux autres de comprendre le secteur foncier qui est généralement complexe et technique, qui intéresse beaucoup, mais nous avons constaté finalement que beaucoup de gens s'intéressent au secteur foncier sans connaître la loi foncière, qui est une loi qui existe depuis 1973 et qui régule les secteurs. Et donc, nous avons agi également selon la loi, aussi selon la Constitution, mais plus loin, je dirais aussi selon notre lettre d'émission reçue de la Première ministre chef du gouvernement, parce que dans le gouvernement de Madame Judith Minouat Toluka, chaque ministre a reçu une lettre d'émission qui décline les objectifs de sa mission. Et nous avons agi en réalité en fonction de ces 3 missions que nous avons reçues de la loi, mais aussi de par la lettre de la Première ministre chef du gouvernement. Si j'ai bien compris, cela veut dire, madame, que c'est parce que on ne connaît pas la loi qu'il y a eu toutes ces réactions. Je peux dire ça comme ça, oui, en effet. Puisque d'emblée, si nous pouvons déjà lire l'article 181 du Code foncier ou de la loi foncière, qui stipule, je ne sais pas s'il faut que je le lise, les départements ayant les affaires foncières dans ses attributions appliquent la politique du gouvernement en matière d'affectation et de distribution de terres. Ça, c'est la loi. Alors, les départements ayant les affaires foncières dans ses attributions, c'est les ministères des Affaires foncières. Et ce département applique la politique de l'État. Et nous avons justement le devoir de réglementer, n'est-ce pas, comment la distribution et l'affectation des terres doivent être faites en République démocratique du Congo. Très bien. C'est pourquoi nous avons statué cela par voie d'arrêté, puisque je l'ai dit tantôt, la Constitution nous le demande, mais aussi plus loin, en raison de la lettre de la Première ministre, dans la déclinaison des objectifs, c'est clairement établi que les ministres des Affaires foncières a pour objectif d'améliorer, n'est-ce pas, de réglementer et d'assainir la gouvernance foncière. C'est clair, madame. Une question de série. Je voudrais justement que vous alliez dans le même sens de justifier votre décision, mais d'abord, question de précision. Vous pouvez agir par arrêté, mais également signer des notes circulaires, que vous en avez signé plusieurs. Pourquoi cette fois-là, pour ce cas-là, vous avez préféré agir par arrêté? Tout à fait, c'est tout à fait normal. J'ai agi par arrêté. Il y a d'abord 2 objectifs, ou encore 2 grandes motivations qui m'ont poussé à agir par arrêté. La première motivation est d'ordre légal. La deuxième motivation est d'ordre social, environnemental ou sanitaire. Pour ce qui est de la motivation d'ordre légal, ou juridique, plutôt légal, je préfère bien le terme, je l'ai dit tantôt, c'est l'article 181 du Code foncier qui dit que les ministres ayant les affaires foncières appliquent la politique de l'État en matière d'affectation et de distribution de terres. Nous avons régulé, l'arrêté est en train de réglementer comment l'affectation des terres se fait en République démocratique du Congo. Je l'ai dit aussi, l'arrêté, c'est tout à fait normal puisque le ministre, oui, vous pouvez faire des notes circulaires, mais pour la force de la loi, pour que les actions que vous posez soient beaucoup plus fortes, vous devez agir par arrêté puisque c'est constitutionnel. La Constitution le dit, la Constitution l'autorise que le ministre statue par voie d'arrêté. Et pour statuer, justement, la réglementation en matière d'affectation et de distribution de terres, l'arrêté est l'acte réglementaire le plus approprié. Madame la ministre, au moment où nous tournons cette émission, les syndicalistes sont en grève ici aux affaires foncières suite à cet arrêté justement qui, je l'ai sous mes yeux, interdit sur l'ensemble du territoire national le morcellement des parcelles dans les agglomérations urbaines opérées à l'initiative des particuliers. Bon, il est assez long avec cet article. Cet arrêté est jugé illégal par le collectif des syndicats de votre ministère qui vous demande simplement de le retirer. Écoutez, vous savez,
nous devons savoir ce que nous voulons dans ce pays. À un certain moment, quand on me dit de réglementer la gouvernance foncière, je suis parfois appelée à prendre des mesures salutaires pour des générations, des mesures d'assainissement, mais que certains peuvent qualifier de mesures impopulaires. Mais en réalité, ce sont des mesures qui traitent la conjoncture, mais qui traitent aussi le structurel. C'est ce que nous avons fait. En quoi votre arrêté traite la conjoncture et le structurel? Parce que nous savons que notre arrêté est en train déjà de réglementer la distribution et l'affectation des terres. C'est un acte légal et qui ne peut pas être posé par n'importe qui. La loi le dit. L'article 81 du Code foncier l'a bien détaillé, n'est-ce pas? Alors, si c'est un acte réglementaire qui est régi par des lois, alors ce n'est pas n'importe qui va se lever un matin chez lui et demander un morcellement comme bon lui semble. Les textes anciens, vous savez, l'ont même réglementé avant nous, avant la loi foncière. Je vous parle de l'ordonnance, si je n'abuse pas, du 24 juillet 1954. Cette ordonnance sur les règles générales d'aménagement en matière d'esthétique. Dans son article 3, l'ordonnance dit « Il est interdit, n'est-ce pas, aux concessionnaires, aux propriétaires des immeubles, de ériger des dépendances, communément on l'appelle des annexes, sur une parcelle ayant une superficie inférieure à 10 arts. 10 arts, c'est 25 sur 40. Si déjà cette ordonnance, qui est un acte réglementaire, vous interdit, n'est-ce pas, de pouvoir construire des annexes, des petites maisonnettes, dans votre propre parcelle, sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente, a fortiori, construire un bâtiment, une maison principale, sur un fond qui est inférieur à 3 arts, c'est-à-dire moins de 300 mètres carrés. Donc, ça veut dire tout simplement, nous avons, nous, le devoir de réglementer, d'assainir le secteur. Nous avons le plaisir de voyager ailleurs. Lorsque nous descendons de l'avion, nous avons cette vue aérienne sur d'autres villes. Vous voyez que le morcellement est linéaire, agencé, propre et structuré. Mais ce n'est pas un fait de hasard. Derrière ça, il y a une réglementation. Derrière ça, il y a un assainissement, il y a des restrictions. Vous êtes à Paris, par exemple, dans n'importe quelle commune, Aulnay-sous-Bois, Le Bourget, Versailles, etc. Vous vous réveillez un matin, vous avez votre petit pavillon. Vous n'avez pas les droits de morceler ces pavillons sans l'autorisation préalable des autorités. On vous dit même pour construire une dépendance de plus de 15 mètres carrés, 15 mètres carrés, c'est une petite chambrette, vous devez avoir l'autorisation des autorités compétentes. Et ils vont vous demander de faire des études de sol, voir si réellement l'aménagement de la parcelle demande à ce que vous ajoutez des annexes, etc. Ça ne se fait pas. Donc, pour dire que tout est réglementaire, tout est structuré, et nous devons apprendre justement à laisser de côté des mauvaises pratiques, il faut maintenant assainir. Et nous, en tant que l'État, nous avons ce devoir, au-delà du devoir patriotique, mais ce devoir de génération d'assainir le secteur et de remettre de l'ordre. Il y a beaucoup de problèmes dans votre secteur. Qu'est-ce qui a motivé particulièrement cette décision? Mais je l'ai dit tantôt, je vais me répéter. C'est d'abord la loi. Oui, à part la loi, et la compétence. Il y a également, non, il y a la loi, parce que le morcellement, comme je l'ai dit, c'est un acte réglementaire. L'article 72 ou 72 pour le français le dit très bien. Je voudrais d'abord insister sur la loi parce que c'est ça qui régit en fait un secteur donné. Nous allons lire l'article 72. Sans préjudice de cause contractuelle, il est interdit aux concessionnaires ordinaires. Concessionnaire ordinaire, c'est comme Papa Lupango. En réalité, dans ce pays, le droit de propriété n'existe pas en matière foncière puisqu'il n'y a que l'État seul qui en est le propriétaire. Et donc, il est interdit aux concessionnaires ordinaires de changer la destination du fonds sans l'autorisation préalable et écrite des autorités compétentes. Vous ne pouvez pas changer la destination d'un fonds. C'est-à-dire qu'une parcelle qui avait un seul numéro cadastral, vous décidez d'en créer plusieurs numéros cadastraux, plusieurs numéros folios, de morceler la parcelle, d'en faire même usage commercial sans l'autorisation de l'autorité compétente. Mais la loi est claire. Nous devons accepter la loi. L'état des droits voulu ne s'applique pas sur des arbres. L'état de droit s'applique sur des hommes et nous devons accepter l'applicabilité de cette loi lorsqu'il s'agit des régulations. Thierry, il y a une question de Guy Matundu.
Oui, madame, je note donc, vous voulez prendre des mesures structurelles et non conjoncturelles, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu de prendre ces mesures un peu avant? Je m'explique. La RDC a un déficit en matière de logement de 4 millions d'unités. Ce sont les chiffres de l'urbanisme, de l'ONU Habitat. les Nations Unies, que la RDC, nous avons un déficit de 4 millions d'unités. Et pour combler ce déficit, il faut construire 200 000 logements par an. Vous voyez un peu. Alors, madame, est-ce que cette situation n'est pas consécutive à une absence de politique générale d'aménagement, de construction de logements sociaux? Où en est le gouvernement? J'en conviens bien, pour ne pas faire la politique de l'Autriche. Il y a eu un sérieux problème structurel sur cette question de logements sociaux. Nous avons connu à l'époque, en tout cas, le dernier site qui avait été loti avec des normes, c'était Maman Mobutu. Et ça date. Tout à fait. Ça fait 50 ans. 73. Ça veut dire qu'après ça, l'État n'a pas développé cette politique de pouvoir loger, puisque la Constitution demande cela. Dans l'article 53, 48 de la Constitution, l'État a le droit de mettre à la disposition de la population un logement décent, etc. Et il faut dire que pendant ces temps, plus de 40 ans, l'État a failli, n'est-ce pas, à cette obligation. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, la réalité nous attrape. Devons-nous faire la politique de l'autruche et continuer à aller dans tous les sens? Il faudrait changer les paradigmes. C'est maintenant qu'il faut commencer. Et pour commencer, il faut en réalité, quelqu'un disait, pour commencer, il faut commencer. Et donc, nous devons commencer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'assainissement. Mais il y a des inconvénients, on va dire des conséquences sur le plan environnemental, parce que la question ici réside sur l'extension de la ville. Les gouvernements est sur ce projet, nous y travaillons et nous pensons qu'avec le mécanisme mis en place, nous allons y arriver. Je vous donne déjà un exemple. C'est un projet pilote. C'est pas ça qui va résoudre de manière conjoncturelle le déficit de 4 millions. Mais dans un premier temps. Voilà, dans un premier temps. Et nous sommes en train, le gouvernement a cette volonté, cette ambition de pouvoir développer ces projets pilotes sur toute l'étendue du territoire. D'ici, je donne 2, 3 ans, 4 ans maximum, nous allons finir un projet à l'Ancélé où le gouvernement s'est mis en association avec un partenaire privé, un concessionnaire privé, où nous allons livrer, je l'ai dit, d'ici 4 ans, tout fini, mais d'ici 2 ans, nous pouvons inaugurer quand même des espaces et des logements. Des logements, je dis bien des logements sociaux, pas des logements accessibles à tous les citoyens congolais, évidemment, qui le voudront. Et ces logements, c'est vers l'Ancélé. Il faudrait étendre la ville vers là-bas, parce que là-bas, il y a de l'espace. Là-bas, il y a de la place pour tout le monde. On est dans un site de 33 hectares précisément, et l'État veut, avec le concessionnaire privé, mettre à la disposition de la population plus de 5 800 maisons ou logements sociaux, à des prix vraiment très, très compétitifs. Mais en fait, c'est un début, comme je le dis, c'est un projet pilote, et les gouvernements, à travers ce projet, va multiplier ces genres de projets pilotes sur l'ensemble du territoire congolais. Mais c'est vraiment des projets pour la classe moyenne. Avec la permission de Jean-Pierre Kibambi, et je rejoins votre vœu de voir cette émission pédagogique. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, 70 foyers sur 100 sont locataires. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des chiffres d'une association non gouvernementale baptisée Ligue des locataires du Congo, oui. Pour le droit de l'homme. Alors ils disent que 78 foyers sont locataires. Alors vous dites quoi à ceux qui se retrouvaient avec ce morcellement? Aujourd'hui que vous avez pris cette décision, quelque part, ils considèrent même que votre arrêté est anti-social. Mais le morcellement en question, c'était pour vendre et non pas pour des locataires. C'était des concessionnaires, n'est-ce pas, qui vendaient leurs parcelles. Donc, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des locataires déjà d'emblée qui vendaient. C'était des propriétaires, entre guillemets. Donc, comparer cela au fait de morcellement est une aberration totale. Par contre, je reviens encore qu'il faudrait à un certain moment assainir, accepter la réglementation. Vous êtes sur une route
où on vous dit, vous avez votre belle voiture, quelle que soit la puissance du moteur, mais on vous dit qu'ici, vous ne pouvez pas dépasser 90. Ici, dans le périphérique, vous ne pouvez pas dépasser 50. Ça veut dire qu'il y a une réglementation derrière une vie sociétale. Et nous sommes appelés en tant que l'État à agir parfois sans état d'âme, mais pour l'avenir et pour l'intérêt de la communauté. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le bénéfice d'un groupe de personnes ou d'un groupuscule, mais nous devons agir, poser des actions pour l'intérêt global, l'intérêt communautaire, l'intérêt de nos populations. Madame, s'il vous plaît, pour rester dans cette logique de pédagogie, concrètement, le Papa Lupango, le concessionnaire, comme vous souhaitez qu'on l'appelle, qui nous suit, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire de sa parcelle et qu'est-ce qu'il doit faire sous quelles conditions? Déjà, il faut bien comprendre cette nuance qui existe. Ça, c'est l'article 1er, n'est-ce pas, de la loi foncière qui détaille de manière spécifique les droits des uns et des autres. En République démocratique du Congo, il faudrait qu'on sache une chose, que le sol est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Nous parlons tous français. Nous pouvons décliner les définitions. Voilà, c'est une forme, c'est une continuité, on va dire, de la loi Bakajika, parce qu'au-delà du fait que ça protège le sol, mais aussi ça donne beaucoup de pouvoir à l'État et ça protège contre ce que nous connaissons même des voisins belliqueux qui sont autour de nous, qui veulent s'accaparer de nos terres. Donc, nous pouvons le lire, comme nous avons dit que c'est une émission pédagogique, j'aimerais bien qu'on le lise. La question est pertinente. L'article 53 du Code foncier, j'aime beaucoup cet article parce que ça définit un peu notre mode de gestion du sol en République démocratique du Congo. Les sols est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Ça vient pas de moi, c'est la loi. C'est-à-dire le sol congolais, c'est la propriété exclusive. Exclusive, ça veut dire qui m'appartient qu'à moi seul. Je partage pas cela. Inaliénable, que je ne cède pas, que je ne vends pas. Imprescriptible, qui reste valable malgré l'écoulement du temps. Ça veut dire tout simplement que le sol en République démocratique du Congo est une propriété de l'État. Mais alors, les Papa Lupango, quand vous dites, ils ont un droit de jouissance tel que le stipule l'article 1er du Code foncier. Le droit réel était défini, j'aimerais bien le lire. Le seul droit réel sont les droits de propriété ou la propriété, la concession perpétuelle, le droit d'amphithéose, la superficie, l'usufruit, l'usage, l'habitation, gage, servitude foncière, etc. Il y en a plein. Mais chaque droit réel a son champ d'action et son champ d'application. Maintenant, en ce qui concerne le droit réel lié à la propriété, son champ d'action est exclusif, inaliénable et imprescriptible. Parce qu'il n'y a que l'État qui peut se prévaloir être propriétaire du sol. Tandis que le droit de concession perpétuelle, droit amphithéose, nous pouvons lire ça dans l'article, je crois, 110 de la même loi, qui dit, voilà, l'amphithéose est un droit d'avoir la pleine jouissance d'un terrain inculte appartenant à l'État. Les gens qui ont des amphithéoses, ils ont un droit, n'est-ce pas, d'usage, simplement d'usage. Mais l'article 123 rencontre également l'article 110 et l'article 80. L'État vous donne le droit de jouissance et les droits d'usage et non les droits de propriété. Voilà pourquoi à un certain moment, si l'État veut faire une route ici, l'État vous exproprie pour cause d'utilité publique parce que le sol lui appartient de plein droit. Oui, mais madame, vous savez, il y en a qui comprennent ce que vous faites, toutes les villes, bon, parce que chez nous, on remarque notamment que quand vous prenez un petit morceau un petit lopin de terre, c'est pour construire un étage, ce qui n'arrange pas les voisins. Mais qu'est-ce qui fait que vos collaborateurs ou les syndicalistes ne puissent pas comprendre cela? Est-ce qu'ils ont l'impression que vous voulez leur prendre le beefsteak de la bouche, hein?
Vous avez tout dit. Oh non. Vous l'avez tout dit. Moi, je n'accuse pas de gens de manière vague. S'ils ont des argumentaires au regard de la loi, on en discute, on fait un débat intellectuel. Mais moi, je vous ai prouvé noir sur blanc que tout changement d'usage, c'est l'article 93, 92, l'article 93, l'article 72, l'article 53, tous les articles de la loi exigent une autorisation préalable, n'est-ce pas, avant de changer d'usage. Oui. Maintenant, ces gens qui s'insurgent contre une décision, c'est de leur droit. Mais moi, mon rôle, c'est d'assainir le secteur, de rester dans la légalité, de rester dans l'intérêt général. Ce n'est pas l'intérêt d'un groupuscule d'individus. Parce que vous savez, les conséquences, c'est quoi? Les conséquences sur le plan social. Les morcellement anarchiques, c'est ça qu'il faut dire. Pas le morcellement, parce que le morcellement n'est pas interdit. Le morcellement est autorisé lorsque vous avez un fond d'une superficie au-delà de 300 mètres carrés. Vous pouvez morceler. Voilà. Mais vous pouvez morceler, mais sur autorisation préalable, telle que le stipule l'article 72, je parle comme de Belge, l'article 72 du Code foncier. Il faut une autorisation préalable de l'autorité qui a consenti à cette concession. C'est pourquoi je dis, il faudrait qu'on rentre dans la loi. Les gens ont pris l'habitude, la mauvaise pratique de faire des choses en marge de la loi. Maintenant, notre devoir, notre rôle en tant que l'État, c'est de remettre les choses à leur place. Parce que, je vous dis, qu'aujourd'hui, le conflit qui pullule, qui champignon dans nos cours et tribunaux, ça vient aussi de morcellement. Surtout. Voilà. Enfin, notamment. Conflit entre les membres de famille, celui-là n'a pas voulu le morcellement, l'autre a morcelé à sa manière, le salon est devenu la chambre est devenue la salle de bain, etc. Tout ça, ce sont des conflits. Mais aussi les conflits de voisinage. L'empiètement, n'est-ce pas, c'est la servitude des empiètements verticaux. On empiète de manière verticale. Quelqu'un qui a un petit lopin de terre, 5 sur, je sais pas moi, 10 ou un truc comme ça, il va faire en hauteur. Il va empiéter, il va violer, n'est-ce pas, l'intimité la servitude de vue. C'est-à-dire le voisin ne sera plus dans l'intimité. Il a tout le papier pour faire ça. Donc justement, les problèmes, c'est que je n'en disconviens pas. Mais à un certain moment, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Oui, justement, madame. Il faut qu'on régule, il faut qu'on prenne des mesures structurelles pour l'intérêt. Je voudrais vraiment que ceux qui nous suivent puissent comprendre. J'ai ma parcelle. Pour X ou Y raison, je compte la morceler. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous écrire, je dois écrire à qui et pour obtenir quelle autorisation. Et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Quelle dimension je ne dois pas vendre? Dans l'arrêté, tout est bien structuré. C'est-à-dire, les morcellements sont autorisés seulement sur ordre ou sur autorisation, j'allais plutôt dire, préalable de l'autorité qui a consenti ou qui vous a donné cette concession-là. Voyez-vous, ça dépend. Maintenant, là, nous allons rentrer dans l'article 183 sur les règles de compétence. Alors, vous avez un terrain de 300 mètres carrés, vous ne pouvez pas morceler. Parce que vous avez juste cet espace de vie qui doit contenir la maison principale. Et il faut éviter également les déboisements urbains parce que donc, quand nous grandissons, nous avons des arbres dans nos parcelles, même un seul. Des arbres dans nos parcelles. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'espace pour les arbres. Aujourd'hui, même la canicule devient sahélienne. Nous avons la suffocation de villes, la bidonvillisation de cités. Nous devons arrêter. Donc, si vous avez une parcelle au-delà, vous pouvez morceler, mais ce n'est pas à l'initiative de particuliers, comme on l'a dit. Les morcellements anarchiques, ce sont des morcellements à l'initiative de particuliers, puisque les sols ne vous appartiennent pas. Les sols appartiennent à l'État. Si vous voulez morceler, vous devez rentrer vers le propriétaire et demander l'autorisation, comme ça se fait ailleurs. L'État va envoyer des experts sur place, ils vont faire des études des sols, ils vont voir le taux d'occupation de la parcelle, parce que généralement, il y a même des lois, des ordonnances qui demandent à ce que la parcelle soit occupée que de 40%. Vous laissez de l'espace pour les jardins, pour le ruissellement d'eau, pour l'assainissement, pour que la ville puisse, les avenues puissent respirer. Et tout ça, ce sont des normes qu'il faut en tenir compte. Nous devons commencer ça maintenant pour que les effets soient palpables d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, oui, d'ici 20 ans. madame, je vous, tout de suite, je vous donne la parole.
Oui, mais il y aura des exceptions. Avant votre arrêté, il y a des morcellement qui ont été faits. Alors, à ce moment-là, ceux qui les ont faits, ils font comment? Ils vous écrivent ou ils... Cet arrêté n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que l'administration a été instruite de suspendre, de ne plus morceler à partir du jour où l'arrêté a été rendu public. Voilà. Mais avant cela, les morcellements anarchiques, désordonnés, qui ont été réalisés, ben, nous allons vivre avec. Il y a eu des bidonvillisations de cités, de quartiers, etc. Nous allons vivre avec. Un jour viendra où nous allons prendre des décisions sévères. Pourquoi pas raser aussi certaines cités, refaire de nouvelles cités pour que les gens vivent dignement et dans la quiétude. Madame, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir, une décision si importante que vous avez prise, est-ce qu'il y a eu un cadre de concertation avec les experts, les ministères, Tout à fait. les conservateurs de titres immobiliers, parce qu'ils estiment qu'ils ont été mis de côté dans la... Qui est ces conservateurs qui a été mis de côté? C'est une décision qui nous avait été déjà proposée de notre prise de fonction en tant que ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Ça fait presque 10 mois. Voyez-vous le temps qu'on a pris pour réguler, pour agencer, pour délimiter, informer, pour rendre cela, rendre modelé et rendre cela consommable pour la population. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'ordonnance du 24 juillet 1954 interdisait la construction de dépendances annexes sur un fonds inférieur à 10 arts. 10 arts, je vous ai dit ici, c'est 25 sur 40. Voyez-vous un peu la grandeur de la superficie? Une parcelle, n'est-ce pas, de 25 sur 40. L'État, parce que c'est une ordonnance de notre pays qui n'est pas encore abrogée, donc qui est d'application en réalité. Si on veut être sévère, on va aller dans ça. Mais on a tenu compte de la croissance démographique de la ville de Kinshasa. On a tenu compte de tout ça. Voilà pourquoi, au lieu de 10 arts, nous avons réduit à presque 3 arts. C'est vraiment le minimum qu'on peut accepter parce que 10 arts, on vous interdit sur les 10 arts de construire des dépendances, c'est-à-dire des annexes pour de parcelles de superficie dans des agglomérations urbaines et de cette superficie. Vous êtes ministre national, votre arrêté a compétence sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Comment comptez-vous le faire respecter si déjà d'entrée de jeu, ceux qui sont censés vous aider à l'appliquer ne sont pas d'accord avec vous? Ceux qui sont censés l'appliquer, ce sont des conservateurs des titres immobiliers et les chefs de division des cadastres. Du moins, parce que ce sont eux qui posent des actes. Ils sont dans ces schémas, ils sont dans cette vision. Ceux qui sont en train de marcher, en réalité, c'est un... Vous allez compter, hein? Ils peuvent faire une marche ici, vous allez voir, ils n'y sont pas plus de 20. C'est juste un petit groupuscule excusez-moi, d'individus qui ne sont pas d'accord d'un changement. C'est ça le mal congolais. Nous voulons l'état des droits, nous voulons l'assainissement. Après, on va crier à Ro. Oh non, le gouvernement ne travaille pas. On sera vent debout. Oh non, l'État ne fait rien. Mais quand l'État prend des mesures, moi je suis d'accord que ce soit une mesure impopulaire, mais une mesure salvatrice pour des générations. À votre arrivée, je crois que c'était en juin 2024, vous avez annoncé que l'objectif pour vous ici était d'améliorer le système foncier congolais. Je voudrais que vous puissiez brièvement nous faire un état des lieux de ce que vous avez trouvé de ce système, de ce que vous avez fait en 9 mois de fonction et de quelques perspectives d'avenir. Nous avons travaillé d'arrache-pied parce que nous avons cette obligation d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision d'un Congo nouveau, d'un Congo réellement retrouvé. Alors, sur ce, nous avons entamé beaucoup de réformes. De ma prise de fonction en tant que ministre d'État des Affaires foncières, j'ai pris une note circulaire, la note numéro 1, une semaine après. Je vais lire ça et puis je vais expliquer ça de manière grosso modo. C'est la note circulaire portant application stricte des instructions et mesures conservatoires relatives à l'abrogation de l'ordonnance sur le bien abandonné ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l'État par le fait de la loi. C'est une ordonnance, grosso modo, c'est
C'est une note circulaire qui interdit l'acquisition de titres fonciers sur base de l'application, n'est-ce pas, du concept bien sans maître ou bien abandonné. Moi, je dis toujours, un bien a toujours un maître. Le bien sans maître se crée par, voilà, des gens que nous appelons généralement, hein, c'est un jargon des affaires foncières de foliomènes. Ils vous créent un numéro folio, ils vous reprennent votre maison en changeant votre numéro folio, en étant dans une mafia bien organisée, et ils vous reprennent la maison en disant que c'était un bien sans maître. Non, un bien a toujours eu un maître. Avant de parler d'un bien sans maître, il faudrait que ça passe des années, 30 ans, 20 ans, 40 ans. Première décision, deuxième décision, madame. 40 ans, excusez-moi. Non, mais c'est important de souligner cela. Hein. C'est clair, déjà. Oui, c'est important parce que c'est bien là, on vous le reprend et on met ça sur le marché. Et vous revenez un jour pour regarder, et vous dites, ah, cette maison m'appartenait, en réalité, on a vendu. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des conflits aussi. Parmi les conflits, les sources de conflits, il y a aussi cette application de la question des biens sans maître. Nous avons pris une décision pour stopper cela. Deuxième décision que nous avons prise en étant en fonction, c'est de respecter la règle de compétence. Ça, c'est la note circulaire numéro 2. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés au ministère des Affaires foncières, nous avons constaté que l'article 183 était violé systématiquement. Ça donne une forme de restriction à chaque personne qui pose des actes dans les secteurs fonciers, chaque autorité. En commençant par le conservateur des titres immobiliers, les gouverneurs de province, le ministre national, ainsi que le président de la République, l'Assemblée nationale. Et systématiquement, nous avons constaté que les gouverneurs de province ne respectaient pas cette règle-là, cet article de la loi. Parce que votre secteur, votre département est centralisé. Oui, la politique, comme je l'ai dit tantôt, l'article 181, la politique foncière est une politique centralisée. Donc le ministre des Affaires foncières ne devrait pas exister. N'a rien à voir, ne devrait pas, enfin, c'est un peu ça. Donc vous avez préséance sur... Oui, parce que le ministre, en réalité, le ministre provincial ne pose pas des actes en matière foncière. C'est le gouverneur qui pose des actes. C'est pourquoi le gouverneur prend des arrêtés, etc. Mais la loi limite les gouverneurs à 200 hectares seulement. Le gouverneur ne peut pas donner plus de 200 hectares. Dès qu'il arrive à 201 hectares, il viole la loi. Et aller outre cette prescription de la loi, les gouverneurs passaient par un principe ou violer le principe de totalisation pour aller plus loin et donner au-delà de leurs compétences. Nous avons un exemple patent de 42 000 hectares dans le Kwilu qui avait été octroyé par un gouverneur de province. Le 1/5 d'un pays comme le Luxembourg, on donne ça à une société quelconque par un gouverneur, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et donc, ça, c'est un empiètement. Quand je suis arrivée ministre, j'ai annulé tous ces contrats et je suis en train de travailler avec, évidemment, le soutien du Conseil des ministres. Nous sommes en train de travailler justement pour réguler cette situation et remettre, on va dire, l'amphithéâtre dans ses droits, parce que le sol appartient à l'État. Nous ne pouvons pas vous donner 42 000 hectares au-delà de compétences dévolues par la loi. Madame, dans les zones la même chose. Rebelles, aujourd'hui nous sommes en guerre, vous l'avez dit, il y a un problème, c'est que les populations se déplacent et les envahisseurs viennent, ils occupent de terres. Qu'est-ce que vous entrevoyez, quelles décisions vous avez prises pour protéger le droit foncier et immobilier de nos compatriotes? J'allais arriver par là, parce que nous avons quand même pris beaucoup de mesures. C'est vraiment pas connu, malheureusement, du public, parce que nous ne sommes pas dans une politique folklorique. Nous prenons des actes et nous pensons que ces actes-là... À l'heure de la communication, on le fait, mais bon, le secteur foncier, comme je l'ai dit, est complexe et très technique. Ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Il faut lire, il faut regarder les textes, etc. Les gens veulent bien faire des choses, mais ne regardent pas où sont les soubassements des actes posés. J'allais venir par là, mais laissez-moi un peu décliner cela parce que c'est important. J'ai eu l'occasion de le faire. J'aimerais bien le faire savoir à la population. Et qu'il y a eu aussi le même problème de la violation de règles des compétences dans la Tchopo, où un gouverneur a dû céder 4 000 hectares, toujours de la même société, sans plutôt passer par de voies légales. Donc, nous avons également annulé ces contrats et nous sommes en train de réguler la chose pour que l'amphithéâtre en question puisse rentrer dans le droit selon les normes requises. Nous avons également fait la note circulaire numéro 3
qui porte sur l'interdiction de signer des contrats de concession et d'établir des certificats d'enregistrement sur des fonds non préalablement mis en valeur. Ici, c'était une question de respect de procédure. Ici, systématiquement, il y avait l'article 144-94 qui était violé. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'a jamais mis en valeur ce terrain, il n'a jamais occupé ces terrains. Alors, vous allez voir des gens être propriétaires de ces terrains-là pendant 20 ans, 40 ans. Ils ne payent pas la redevance de l'État, ils ne mettent pas en valeur. Nous avons pris et vous allez lui poser la question, mais comment vous avez, ah non, mais j'ai un certificat, mais comment avez-vous ces certificats? Ben, j'ai ces certificats. Ben, c'est comme ça. Non, alors qu'un certificat d'enregistrement est donné lorsque vous avez mis en valeur le fonds, en respectant d'abord la procédure. Ça dépend. Si vous êtes dans un contrat de location, vous avez 3 ans, l'État vous donne 3 ans. Après 3 ans, vous renouvelez. Si vous n'êtes toujours pas incapable de le faire, l'État récupère son fonds. Même chose pour les gens qui ont des contrats d'occupation provisoire. L'État vous donne 5 ans. Si vous n'êtes pas capable de mettre en valeur, l'État récupère parce que le fonds appartient à l'État. Et encore que si vous ne payez pas la redevance foncière de l'État, l'État récupère. Et donc, nous avons régulé ces choses. Nous avons dit dorénavant, nous ne pouvons plus donner des certificats d'enregistrement pour des terrains qui n'ont pas été mis en valeur 30 ans, 20 ans, 40 ans. Et nous allons bientôt faire la revue légale pour récupérer tous ces terrains dans le patrimoine privé de l'État. Dans les villes du pays, il n'y avait pas de maisons de particuliers. Toutes les maisons appartenaient à l'État. Mais aujourd'hui, c'est un désordre parfait. Mais comment faire? En 2 minutes. Mais est-ce que vous pouvez m'autoriser de répondre à la question sur les zones de l'Est? C'est important, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le choix. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, ce qui Bambi. Au mois d'août de 2024, nous avons fait une note, et soutenue par le Conseil des ministres qui a délibéré, qui a soutenu la note en question, où nous avons mis en place un projet de décret à la signature de la Première ministre et du ministre sectoriel. Nous avons pris des mesures pour protéger justement nos compatriotes qui ont laissé des fonds, qui ont laissé des biens immeubles et fonciers à l'est de la République du fait de la guerre. Nous avons pris cette mesure-là et je crois que le décret a été signé par la Première ministre, chef du gouvernement. Voilà des mesures concrètes que nous avons prises pour l'intérêt de notre peuple. C'est une mesure qui a été déjà prise depuis le mois d'août 2024. Moi, je dis qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, il faut prendre des mesures. Les mesures vont être prises pour réguler tout ce dérapage dont vous faites allusion. C'est vrai que à l'époque, Kinshasa a été fait pour 400 000 âmes. Maintenant, on est à 15 millions d'habitants. Et plus. Il y a quand même, et même plus. Il y a quand même ce boom démographique qui est arrivé dans la ville, mais aussi dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, on est plus de 100 millions de Congolais. C'est vrai, c'est un défi. C'est vrai, les gens courent derrière de lopin de terre, mais c'est pourquoi nous sommes appelés à réguler. Et nous sommes en train de réguler en question de... Oui, madame, sortons un peu des notes circulaires et des arrêtés pour descendre sur le terrain. Parce que de temps en temps, depuis que vous êtes là, on vous voit en pantalon aller visiter des sites non édificandis, mais sur lesquels des maisons poussent comme des champignons. Régulièrement, on a entendu, même avant votre avènement au ministère, parler de la baie d'Engalema et de certains autres sites. Oui. Voilà. Mais depuis vos différents passages-là, rien n'a bougé. Rien. Enfin, de ce que j'ai vu, sur des sites importants, vous êtes arrivé, vous avez dit... Ouais, je vais vous donner ce vous avez dit, s'il vous plaît, madame, je vais juste terminer parce que ouais. Partout où vous êtes passé, ou presque, on n'a pas arrêté de construire. Ici, à la Gombe, vous étiez quelque part avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat où on construisait sur un collecteur. Vous avez dit, il faut arrêter le chantier, mais ça continue. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi cette résistance? Qui sont derrière tous ces chantiers? Et deuxièmement, je ne voudrais pas que l'on termine l'émission sans parler mobilisation. Parce que j'ai reçu le chef des services de l'IGF il y a quelques mois, avant votre avènement au ministère, qui saluait du fait d'une loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale, les recettes qui avaient accru ici au ministère des Affaires foncières. À quel niveau vous contribuez au trésor public et comment vous comptez
accroître cette contribution parce que les syndicalistes disent que les décisions que vous avez prises ont participé à faire chuter. C'est la même résistance autour du morcellement anarchique. Mais ça ne va pas nous décourager justement à poser des actes. Qui sont derrière tous ces chantiers? Qui sont derrière tous ces sites à problème? L'ordre règne et soit établi dans ce pays. Qui sont derrière tous ces sites à problème? Nul n'est au-dessus de la loi. Madame, vous avez quel que soit France pour résister à ce vent. Voilà. Est-ce que vous avez des coulées à ces France pour... C'est pas à moi de le dire. C'est à vous de le constater. Ah, c'est tout simplement. Excellente réponse. Nous sommes en train d'y travailler puisque l'arrêté sur la bancarisation a été réajusté. Ça va être signé, je crois, si je n'abuse pas, hein, selon la disponibilité aussi du ministre des Finances, peut-être aujourd'hui ou demain, nous allons, parce que nos équipes ont déjà travaillé là-dessus. Nous avons reçu ici au niveau de mon cabinet le responsable de la DGRAD. Nous allons travailler sur ça. Nous devons insérer dans l'arrêté sur la bancarisation. Ça a été déjà fait, en tout cas, sauf imprévu. Nous allons signer ça aujourd'hui ou plus tard demain avec le ministre des Finances. Maintenant, vous avez parlé également de la mobilisation, c'est ça, la mobilisation, parce que nous étions allés dans des sites, il n'y a pas de gain de cause. Vous savez, nous sommes en train de travailler sur de grands, je ne vais pas dire de grands projets, mais sur des questions structurelles. Ça prend du temps, la faisabilité. Je vais vous donner un exemple d'un site qui a déjà été résolu sur le plan juridique, sur le plan social, etc. Les centres d'enfouissement de Mpassa. Depuis 2014, ces centres-là avaient été spoliés, alors que ça appartenait à la ville. Quand je suis arrivée, depuis 2014, hein, vous imaginez, on est en 2025. Quand je suis arrivée au ministère des Affaires foncières, je travaillais avec les parties prenantes. Nous avons constaté qu'en réalité, il y avait une fraude dans ces centres d'enfouissement de Mpassa, qui était un centre destiné à la ville de Kinshasa pour collecter les déchets et pouvoir assainir, etc. Et le gouverneur avait toujours eu ces problèmes. Chaque fois qu'on lui posait la question, chaque fois qu'il venait même au conseil des ministres comme invité pour parler de cette question d'assainissement de la ville, les gouverneurs nous mettaient face à une préoccupation. Moi, je ne sais pas le faire puisque nous n'avons pas un centre d'enfouissement. Mais aujourd'hui, avec des actes juridiques, nous pouvons dire tout haut que ce centre-là a été résolu depuis que nous sommes là. C'est un sur combien? C'est un sur... Non, c'est pas un, il y en a plusieurs, je peux continuer à vous citer. La question du Bed Ngalima. Dans le Bed Ngalima, vous savez, je vous ai dit ici tout à l'heure que la loi est dure, mais c'est la loi. Et aucun homme ici en RDC n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République est soumis à la loi. Mais s'ils résistent, ils vont comprendre à eux-mêmes. Puisque l'État va casser. Il y a une commission qui a été mise en place. Les choses ne se font pas comme ça, par baguette magique. Nous avons interdit. Nous avons donné des instructions fermes aux conservateurs des titres immobiliers et aux chefs de division du cadastre de la circonscription foncière de Ngalima. Nous leur avons dit de ne pas donner de fonds. Les gens qui construisent là-bas, ils construisent sans soubassement. Ils n'ont pas de titres. Alors quelqu'un qui n'a pas de titres c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité totale et il peut être évacué à tout moment. Et donc, voilà. On dit que ce sont les dignitaires du régime. Bon, ça n'engage que vous. Moi, ce que je sais, c'est que je vais appliquer la loi et elle est dure. C'est vrai que ça touchera à qui veut, mais en tout cas, c'est la loi et elle doit être appliquée. Au début de cette émission, madame, vous avez parlé de la mobilisation autour du chef de l'État. Si on pouvait vous donner encore l'occasion de remobiliser, parce que nous, à notre humble avis, ça a été fait. Ben, écoutez, la mobilisation, nous n'avons pas attendu que les chefs de l'État fassent un appel à la mobilisation pour le soutien des FRDC pour que nous le fassions. Nous l'avons fait depuis longtemps. Nous l'avons fait dans le cadre, moi personnellement, en tant que député, élu, mais même avant d'être élu, je l'ai fait, je crois, on a commencé en 2022 ou 2022, je crois. On a anticipé ce qui devait arriver. Nous avons fait une mobilisation où nous avons appelé la jeunesse à s'enrôler dans l'armée. Nous avons appelé les mamans, les enfants, les femmes, les jeunes, la population à soutenir le commandant suprême, le président de la République, avec cette volonté manifeste qu'il a aujourd'hui démontré qu'il aime ce pays et qu'il veut aujourd'hui un changement radical de paradigme dans ce pays. Nous l'avons fait dans le stade Vélodrome de Kitambo. Nous l'avons encore fait en 2023, où nous avons même fait, n'est-ce pas, une collecte, on va dire collecte populaire, en tout cas mes électeurs de la Lukunga,
ont mis la main dans la poche, avec le peu qu'ils avaient, ils ont mis la main dans la poche, ils ont donné de l'argent. Ça avait fait vraiment un bon pactole qui nous avait permis d'aller à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Nous avons visité les centres des orphelins, les enfants déplacés, des femmes, des hommes qui avaient fui la guerre, etc. Nous sommes allés, nous avons donné notre contribution. C'est ça l'élan solidaire, c'est ça l'élan nationaliste que les chefs de l'État voudraient que chaque Congolais puisse démontrer. Nous l'avons encore fait les 18 janvier, on n'avait pas attendu que Goma soit envahi par voilà, des ennemis de la République, par le régime sanguinaire de Paul Kagame. Nous l'avons fait le 18 janvier 2025, où nous avons appelé la population à soutenir le commandant suprême. Et donc, nous sommes un peuple résilient, nous sommes un peuple déterminé, et d'une manière ou d'une autre, nous allons bouter dehors les ennemis de notre pays. Voilà, la mobilisation, elle est permanente. D'ici là, peut-être j'irai aussi à Guémina, dans mon fief également. C'est un fief, je viens de là, donc c'est aussi une certaine manière. Moi, je suis élu ici, hein, mais je viens de là, je vais aller là-bas, mobiliser aussi les frères et sœurs. Mais Jean-Pierre y a déjà été. Oui, mais Jean-Pierre Bemba, Acacia, Jean Lucien, etc., tous, nous sommes des Congolais, nous allons aller là où on nous appellera pour mobiliser derrière le chef de l'État. Il n'y a pas d'exception à cela. Madame, le plaisir est pour nous d'avoir été reçu dans votre bureau par votre autorité. Mais vous savez, avec vous, on peut faire des heures. Vous êtes tellement à l'aise. La matière est tellement abondante, en effet. Oui. Et l'initiative étant de Thierry Kambundi, il a été effectivement tatillon avec vous. Mon ami Guy Matondou, qui n'est pas né de la dernière pluie, vous a également titillé. J'espère que une autre occasion se présentera, parce que vous le dites, il faut que la matière soit pédagogique, il faut que tout le monde comprenne, parce qu'effectivement, il y a des gens quand même intelligents qui sont avec vous, qui comprennent qu'on ne peut pas morceler un terrain pour aller en hauteur et puis risquer. Et puis les inondations sont à la base de tout cela. Absolument, on n'a pas développé cela, mais bon, ça va. Madame, vous savez, la télévision, c'est le temps d'abord. Je dis tout simplement que cet arrêté est un arrêté qui va ramener l'ordre dans les secteurs et qui est un arrêté qui a un soubassement légal et qui réglemente, n'est-ce pas, l'attribution et la régulation ainsi que la distribution des terres en République démocratique du Congo, tel que stipulé l'article 181 du Code foncier. Je le redirai autant que faire se peut, je le redirai encore parce que c'est ça la loi. Elle va s'appliquer et elle s'appliquera. Madame, au nom de mes collègues, donc, je vous remercie. Quand vous voudrez. C'est moi. Merci beaucoup de votre disponibilité. Au revoir, mesdames, au revoir, mesdemoiselles, messieurs. Au revoir. Bonsoir et à la prochaine. Merci.